Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec deux invités. Maude Tavel, adjointe au personnel à la ville de Grenoble, également en charge de l'immobilier municipal. Et Lucille Lheureux, adjointe Europe Écologie Les Verts aux espaces publics et à la nature en ville à Grenoble également. Bonjour. Bonjour. Merci d'être toutes les deux avec nous. Bonjour à tous. Cela fait 4 ans que l'équipe d'Éric Piolle est aux commandes, boulevard Jampin à Grenoble. 2/3 du mandat sont passés. Le maire écologiste et son équipe ont-ils réussi leur pari de changer la ville, de repenser l'espace public, d'instaurer une nouvelle gouvernance? Ces questions vont animer les mois à venir alors que se profile l'heure du bilan. Sur notre plateau donc, deux invités, deux personnalités clés de la majorité, Maude Tavel et Lucille Lheureux. Maude Tavel, on va commencer par faire un peu connaissance. Vous n'êtes jamais venu dans le récap info, donc vous avez en charge une délégation assez large. Hein. Effectivement, j'ai beaucoup de délégations, mais en même temps, c'est aussi la façon de couvrir plusieurs champs qui se recouvrent d'une façon ou d'une autre. Quand on est en charge des ressources humaines et qu'on porte aussi les questions de l'immobilier, l'un dans l'autre, on a des sujets qui se croisent, donc il y a tout intérêt. Et puis quand on va sur le champ aussi de l'aménagement de la ville, c'est intéressant d'avoir ce regard-là. Alors on verra quels sont les quelques-uns des sujets que vous gérez, hein, notamment les marchés publics, la questure, enfin tout ça c'est quand même essentiel dans le rouage du fonctionnement d'une municipalité. Dans quelles conditions vous avez intégré pour 2014 l'équipe d'Éric Piolle? Vous étiez plutôt investi dans les mouvements de parents d'élèves, c'est ça? Tout à fait. Je connaissais le maire dans le cadre du mouvement des parents d'élèves. Et puis, j'ai effectivement un passé où, depuis très longtemps, je suis investie. J'ai des démarches autour de la chose publique. J'ai eu un premier mandat quand j'étais étudiante à la fac de droit, donc en 1995. Dans une petite collectivité où j'habitais à l'époque. Et puis ensuite, j'ai eu un parcours dans la fonction publique territoriale. Donc effectivement, ça fait 20 ans que d'un côté ou de l'autre, je suis fortement impliquée dans les services publics locaux. Quand on avait reçu il y a 2 ans ou 3 ans Lucille Lheureux, elle nous avait dit que la victoire de 2014 aux côtés d'Éric Piolle avait été une surprise. Vous étiez, je crois, encore plus loin qu'elle sur la liste. Donc avec encore moins de chances d'être élu. Vous vous souvenez de votre réaction le soir des résultats ? Donc je confirme, j'étais la 42e et nous sommes 42 élus, donc j'étais la dernière, la petite dernière. Voilà. C'était une belle surprise. Effectivement, j'étais dans une démarche de vouloir participer et connaître ce que c'était qu'une campagne électorale dans une grande ville. De là à être élu. Et c'était effectivement la première des volontés. Et en même temps, en découvrant l'équipe municipale, la dynamique et puis les ambitions que nous portions, une fois élue, effectivement, la question s'est très vite posée et je n'ai pas hésité. Lucille Lheureux, vous avez en charge donc les espaces publics et la nature en ville. Vous êtes aussi conseillère métropolitaine, prof d'histoire géo. Hein, vous enseignez encore ? Oui, je suis en congé parental jusqu'à encore mi-mai, mais après je retourne devant mes élèves. Militante écologiste, hein, c'est ce qui vous a amené, vous, à rencontrer Éric Piolle et être présente sur sa liste en 2014, engagée à Europe Écologie Les Verts. Tout à fait. Militante depuis longtemps. Hein. Non, depuis 2009, voilà, surtout autour des questions d'alimentation et d'agriculture. Alors on va faire un petit peu le bilan de ces 4 ans de mandat. Ça fait 4 ans effectivement qu'Éric Piolle est maire de Grenoble. Quel bilan vous faites? Quelle est par exemple l'action dans ces 4 ans dont vous êtes la plus satisfaite, la plus fière? Et à l'inverse, quelle est l'action qui manque encore, celle sur laquelle vous allez faire porter vos efforts? Lucille. Alors c'est pas une action stricte, mais c'est plutôt la volonté qu'on a eue de changer la relation entre le service public et les citoyens à Grenoble. Et c'est une satisfaction de constater que ce rapport client-consommateur qui pouvait y avoir à destination de la collectivité change progressivement au travers de tout un tas de mesures et d'actions. Et on le voit, va être à son apogée avec l'apparition de chantiers participatifs qui vont être votés au prochain conseil municipal. Donc cette démarche-là, petit à petit, d'avoir les agents du service public, les élus et les citoyens main dans la main pour travailler ensemble sur le vivre ensemble, sur l'évolution de la ville. Donc ça, c'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Ça, c'est pas du marketing, vous le sentez vraiment, parce que c'est quelque chose qui est très très long. C'est un changement de mentalité qui demande du temps. Oui, sur certains aspects, il n'est peut-être pas encore abouti, et c'est un travail au long cours, et c'est une volonté qu'il faut maintenir et réaffirmer, et qui nécessite un fort soutien de la part des élus auprès des équipes,
et auprès des citoyens, de bien rappeler à chacun qu'on a tous une place à prendre dans l'entretien de notre ville et dans son embellissement. Mais on le constate au jour le jour, c'est quelque chose qui fonctionne de mieux en mieux et les temps de rencontre entre agents et citoyens fonctionnent de plus en plus. On a les journées portes ouvertes du centre horticole qui maintenant accueillent chaque année 1000 visiteurs. On a la journée de la belle saison où chacun fait ensemble et on a les chantiers participatifs où vraiment concrètement les gens viennent pour mettre la main à la pâte et accompagner les changements. C'est vrai que sur la question de la nature, c'est le sujet idéal pour ce genre de rencontre. Maud Tavel, même question. La fierté, le point positif du bilan selon vous ? Un élément dont on est assez fier, et moi en particulier en portant la délégation des ressources humaines, c'est l'accompagnement à la création de la métropole. Ça veut dire transfert de compétences et derrière du savoir-faire et des agents. Et c'était quand même un chantier important et ce chantier a été fait de manière intelligente entre l'ensemble des communes et la métropole. La création de services communs aussi entre la ville-centre et la ville et le Grenoble-Alpes Métropole qui sont des atouts pour notre territoire. On va préciser que la ville de Grenoble, c'est quoi ? C'est 4000 agents, c'est ça ? Un petit peu moins maintenant, mais... Parce qu'il y a eu des transferts. Combien de transférés ? Voilà. On est sur à peu près 500 agents, mais en même temps avec à la fois des transferts sur des compétences vraiment transférées, et puis ensuite les agents, bien évidemment, qui restent service commun entre nos deux entités. Bon, alors du coup, le point sur lequel vous allez devoir faire porter votre action là, dans les 2 ans qui viennent ? Pour moi, c'est vraiment l'attention qui va être nécessaire sur les nouveaux espaces publics qui vont être livrés, que ce soit à la Grande Esplanade ou tout le périmètre cœur de ville, cœur de métropole, puisque c'est pas seulement un aménagement qui va prendre corps, c'est vraiment une manière de vivre ensemble et une manière d'appréhender la ville. Donc ça va être dans la droite lignée de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc c'est un pari. Voilà, donc c'est un pari de voir si ça fonctionne, si on est capable, les uns les autres, de faire ensemble des projets dans l'espace public. Maud Tavel. Alors, un chantier au long cours qui concerne plus particulièrement l'immobilier municipal. Le fait aujourd'hui de créer une métropole, ça veut dire que ça transforme aussi l'organisation de nos services. Et donc, c'est l'occasion d'avoir lancé un chantier important sur le regroupement de nos services techniques et administratifs. Et derrière tout ça, c'est bien évidemment la volonté d'améliorer les conditions de travail de nos agents pour rendre un service public de qualité. On va reparler bien sûr de ressources humaines dans un instant. Quand je vous entends comme ça, j'ai quand même un petit peu l'impression que vous vous projetez déjà au-delà de 2020. Je pense que... Oui. Allez-y. On est enthousiastes toutes les deux. C'était en cœur, c'était un oui en cœur. C'est bon signe. Oui, parce que mon parcours fait que effectivement c'est inscrit depuis très longtemps et que ça peut prendre des formes différentes, mais que aujourd'hui la dynamique est lancée, que les choses s'accélèrent et qu'on est en train de penser le Grenoble de 2025-2030. Donc voilà. Et voilà, 6 ans, c'est court. Et que c'est pour les Grenoblois, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a pris grand plaisir à soutenir le projet choisi par les Grenoblois en 2014. Et que ces Grenoblois-là, ils sont toujours en projet et qu'aujourd'hui, les décisions qu'on prend, elles sont pour les décennies à venir. Et donc, on a toujours plaisir à se projeter avec les citoyens dans la ville de demain. Alors, les citoyens grenoblois vous permettront-ils de rempiler en 2020 ? C'est les élections municipales en 2020. L'avenir le dira. Maud Tavel, sur le site de la ville, on peut lire que vous êtes notamment chargé de mettre en application l'engagement 65 de la campagne, de faire de cet engagement une réalité, faire de la ville un employeur exemplaire. Ces 4 premières années ont quand même été un peu compliquées. On a vu pas mal de grèves, pas mal de manifestations. Le fameux plan de sauvegarde des services publics a eu du mal à passer. Est-ce qu'il a été mal expliqué ou est-ce qu'il était aussi dur que ça ? Alors déjà sur l'exemplarité, je m'y arrête quelques instants parce que je pense que c'est un élément important. Quand on est agent du service public, quand derrière on est élu, on a une responsabilité de gérer au mieux l'argent public et surtout de rendre un service public de qualité et qui soit connu de tous et utilisé au mieux. Cette exemplarité, elle nous a permis de travailler avec l'ensemble de l'encadrement, la direction générale, pour reconnaître un cadre qui soit connu de tous les agents et qui conforte aussi ce que c'est que la fonction publique territoriale. Et c'est effectivement un axe qui est important pour l'ensemble de la majorité.
Les 4 années de mandat, ça a été d'abord une prise en main de l'outil. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans une grande collectivité. C'est un petit peu un peu moins de 3000 agents permanents, plus un certain nombre de vacataires qui interviennent pour des raisons différentes. Et oui, assez rapidement, il a fallu gérer les contraintes. La volonté au travers de ce plan-là, c'était à l'époque de donner du sens au service public et de faire de la qualité. Donc le travail, il s'est fait tant en interne avec les organisations syndicales et les agents qu'à l'extérieur. Ça, j'entends bien, mais très rapidement, cette volonté, aussi vertueuse soit-elle, elle s'est heurtée aux difficultés financières, notamment les désengagements de l'État, qui n'étaient quand même pas annoncés au moment de la campagne municipale en 2014, et il a fallu faire des économies. Et il y a eu ce fameux plan de sauvegarde des services publics, c'est comme ça que vous l'avez appelé, certains syndicats l'ont appelé un plan de casse. Alors, oui, les contraintes sont arrivées et étaient très fortes. On a décidé de transformer l'outil. Voilà. Et effectivement, le terme était bien un plan de sauvegarde et de refondation du service public. Nous nous sommes interrogés sur chacun des services, sur chacun des équipements, où aujourd'hui était le besoin des Grenoblois, ce qui a nécessité effectivement des ajustements, des incompréhensions, mais sur lesquelles nous avons travaillé à la fois avec les agents et avec les citoyens. Et aujourd'hui, on a une démarche de qualité qui a permis de démontrer que malgré les contraintes, qui sont le fait de toutes les collectivités, on a réussi petit à petit à transformer les choses et à interroger les équipements. Donc l'objectif, c'était à l'époque de faire des économies, il faut être clair. Vous annonciez à l'époque l'ambition de faire 14 millions d'euros d'économies sur 2 ans. Laurence Compara avait même évoqué 14 millions en fonctionnement, sur les dépenses de fonctionnement. Où est-ce qu'on en est? On a parlé de suppression de 150 postes, de l'équivalent de 150 postes en 2 ans. C'est fait? Alors, ce n'est pas encore fait parce qu'on a démarré la démarche en 2016 et on est dans une démarche aujourd'hui qui continue et qui va jusqu'en 2019. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée. Elle reste encore fragile, donc on se doit d'être encore vigilant. Et on est effectivement sur les équipements, sur les services, en train de retravailler les équilibres pour continuer à offrir un service public et en regardant au plus près les moyens. Donc, on est effectivement sur un non-remplacement. Je ne dis pas suppression, c'est un non-remplacement puisqu'on profite effectivement des départs à la retraite ou de mobilité dans d'autres collectivités pour transformer et réinterroger le service rendu. Allez, parmi les informations de la semaine, en tout début de semaine, il y a eu l'A480, le rondeau, aménagement, recalibrage, certains disent. En tout cas, les pelles mécaniques ne sont pas encore sur place, mais le dossier administratif avance. La commission d'enquête a rendu son rapport au préfet, émettant un avis favorable. La déclaration d'utilité publique pourrait maintenant intervenir d'ici la fin de l'année. Le commissaire enquêteur a en fait émis une seule réserve, la mise en place d'écrans phoniques au bord de la 480 au niveau des établissements Eurotungsten.p, en gros entre le pont de Catane et la sortie Lesdiguières. Donc une seule réserve, 17 recommandations certes, mais une seule réserve, donc une seule réserve, les recommandations ne sont pas opposables. Tous les élus se sont félicités des résultats de ce rapport d'enquête, sauf le maire de Grenoble qui souhaitait, lui, un peu plus de certitude. Comment est-ce que vous le défendez? Grenoble est toujours... le maire a évoqué des insuffisances dans ce rapport, soyons clairs. On va répondre à 2 voix, mais effectivement, nous avons sur ce dossier toujours eu une grande vigilance et que nous voulons maintenir, car il y a un enjeu fort de fluidification. Il faut avancer, il faut modifier cette autoroute pour en faire un axe fort et exemplaire tel qu'on pourra en trouver dans le siècle à venir. Néanmoins, il faut d'abord continuer à protéger les populations. Et donc, c'est en ce sens que la ville s'est exprimée par la voix du maire à plusieurs reprises. Et donc, sur les dernières informations, nous sommes satisfaits de constater que les attentions que nous avons exprimées et les exigences que nous avons formulées en matière de santé publique notamment, et de respect des populations ont été entendues et par l'accord qui a été trouvé avec le montant de 4,5 millions d'euros qui va être débloqué pour permettre des travaux de protection, notamment de l'école, notamment du square, qui sont aux abords de l'échangeur
Donc c'est vraiment cet enjeu-là que nous souhaitons défendre. Il faut avancer, mais en protégeant les populations. Mais enfin, ceci dit, encore une fois, le commissaire enquêteur n'émet que des recommandations sur toutes vos demandes. Effectivement, on est aujourd'hui dans une démarche où on porte de fortes ambitions pour ce projet. Il faut quand même rappeler que ce sont plusieurs centaines de millions d'euros qui vont être investis dans le cadre de ce réaménagement. Oui, 380 à 400. Voilà, donc on porte effectivement la démarche d'ambition de dire allons jusqu'au bout pour penser la question des mobilités de demain, pour travailler sur des déplacements qui pensent aussi à la lutte et aux pics de pollution. Premier élément, et là-dessus, on se doit d'être exigeant. Lucille Leroux l'a rappelé, les exigences de la ville de Grenoble qui ont été portées dès le mois de juillet l'année dernière ont permis un tour de table, des discussions entre la ville de Grenoble et AREA, avec aujourd'hui une enveloppe qui permet de réinvestir sur des équipements publics à forte proximité. Les exigences de la ville de Grenoble, elles se heurtent aussi quand même aux engagements de campagne. Engagement 54 d'Éric Piolle lors de la campagne, mettre fin au projet d'élargissement de l'A480. Cet engagement, il ne sera pas tenu. La 480 sera élargie, elle passera à 2 fois 3 voies. C'est pour ça que c'est important pour nous de ne pas lâcher le discours que l'on tient toujours, qui est pourquoi est-ce qu'on souhaitait la fin de cet élargissement ? Parce qu'il mettait en cause le vivre ensemble et un projet de ville apaisée sur ces axes-là. C'est pour ça qu'on a continué de défendre la nécessité d'avoir des murs anti-bruit de qualité, la nécessité d'une végétation importante aux abords de cette école, la préservation de ce square, la défense du passage à 70 km/h sur l'ensemble de l'axe, la préservation de voies pour les mobilités nouvelles, notamment le covoiturage. C'est un ensemble de projets que nous portons et donc nous sommes prêts à participer, nous sommes prêts à contribuer à ce projet de mobilité qui est nécessaire, à la fluidification des traversées de notre métropole. Et donc nous jouons le jeu de participer à ce projet, mais en maintenant des exigences fortes en matière d'environnement et de santé. Le projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole a débuté. Alors, on rappelle, il s'agit d'élargir la zone piétonne, notamment entre la caserne de Beaune, la place Victor Hugo et la place Grenette. Les chantiers ont d'ailleurs commencé place Grenette. Objectif, des zones de circulation piétonne plus larges, des terrasses de bars et de restaurants moins larges mais un peu plus allongées et des nouveaux arbres. Ils ont été plantés récemment, on vous a suivi sur place. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de planter 10 arbres sur la place Grenette qui vont permettre d'apporter de l'ombre, mais surtout beaucoup de bien-être pour l'ensemble des usagers de cette place. C'est quelque chose d'assez rare de pouvoir planter comme ça des arbres en ville, dans des zones piétonnes, dans des zones très contraintes. Et donc c'est parce que le travail a été commun entre les commerçants, la ville, la métropole, pour pouvoir laisser à chacun sa place. Et donc on a en particulier un travail de la régie lumière qui a permis aussi d'enlever les candélabres et du coup d'avoir un éclairage suspendu qui est déjà installé et du coup qui libère de la place au sol pour planter des arbres, ce qui fera le plus grand bien à tout le monde. C'est quoi, 400 000 € de chantier, c'est ça ? Tout à fait. Donc c'est un travail qui nous semble exemplaire, puisqu'on a là une zone historique, patrimoniale, contrainte. On a de multiples usages, on a un centre-ville commerçant, un besoin et une envie d'être en terrasse, d'avoir cette place qui puisse être occupée en journée et en soirée. On a l'impératif de rafraîchir notre ville, de travailler sur des îlots de fraîcheur et de planter dès que c'est possible des arbres pour améliorer notre santé et notre bien-être en ville. Un enjeu autour de l'apaisement, de la circulation en soirée, l'éclairage public, etc. Et donc en mettant tout le monde autour de la table, autour d'un projet, on se rend compte que chacun est tout à fait capable de travailler avec les autres pour ménager les intérêts collectifs. Et donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir de ce projet, c'est qu'à tout point de vue, on a obtenu satisfaction. Alors, il y a un relooking de la place, mais globalement, les usages ne changent pas beaucoup, à part la plantation d'arbres. Finalement, c'est vrai que c'est assez consensuel. Oui, c'est ça qui est intéressant dans le projet, c'est de se dire, finalement, les voitures n'avaient plus rien à faire sur cette place, puisqu'on voyait bien que c'est l'enjeu des terrasses qui était le plus important et du bien-être des piétons. On supprime cette circulation automobile qui empiétait. Du coup, ça libère un espace public pour renforcer les terrasses, répartir... Donc, du côté de la Fontaine. Voilà, on a un travail aussi de réfection patrimoniale de la Fontaine qui a été entièrement revu. La chambre qui se trouve en dessous de la Fontaine pour toute la mise en eau a été entièrement rénovée. Ça faisait 200 ans qu'il y avait certains objets, 200 vraies années qui n'avaient pas, sur certains tuyaux, sur certains fonctionnements, qui n'avaient même pas été changés.
Donc on a un travail sur l'éclairage. Et puis ce qui est intéressant, c'est la volonté des commerçants d'accompagner la puissance publique et eux-mêmes de revoir leur organisation les uns avec les autres et de revoir leur mobilier de terrasse en particulier. On vous a vu planter des arbres, du coup, là, sur les images. Vous vous félicitez depuis quelques mois d'avoir planté 1200 arbres depuis 2014. Alors, en fait, quand on évoque les chiffres, 1493 arbres ont été coupés et 2692 plantés. 3400 plantés. 3400 plantés. Allez, ça fait un solde en tout cas de 1200, mais il y en a bien qui ont été coupés. Est-ce qu'on peut comparer un arbre qui a 100 ans et qui est coupé avec un arbre qui a 10 ans et qui est planté? Alors ça dépend ce qu'on souhaite comparer. Ce qui est intéressant quand on parle de l'arbre en ville, c'est de se dire que c'est un patrimoine vivant qui nous appartient à tous. Les arbres que nous plantons, ils appartiennent aux Grenoblois et les arbres que nous abattons, ce sont des arbres qui appartiennent aussi aux Grenoblois. Et aujourd'hui, c'est notre devoir, nous qui sommes là de passage pour quelques années, de préserver ce patrimoine, de l'entretenir et de permettre aux générations futures, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, d'avoir des arbres de très grande qualité et d'avoir des arbres centenaires. Si aujourd'hui nous ne prenons pas notre responsabilité d'abattre les arbres qui sont vieillissants, qui ont 80 ans, qui sont dangereux, ça veut dire qu'on va laisser et on va transmettre à nos enfants un patrimoine dangereux, on va transmettre des arbres abîmés, des branches qui tombent, des arbres qui tombent, et dans 20 ans, dans 30 ans, il n'y aura plus d'arbres dans Grenoble si on laisse cela mourir sur pied. Donc c'est très important de penser ce renouvellement et c'est pour ça que la municipalité s'est engagée dès 2014 à des plantations massives pour justement pouvoir compenser ce renouvellement nécessaire. Et donc là où auparavant on était à 300 arbres plantés chaque année, on est aujourd'hui à un solde positif au total de plus de 1200 arbres sur le mandat, ce qui n'est du jamais vu et ce qui est vraiment exemplaire et nécessaire à notre cadre de vie. Vous parlez d'arbres centenaires, vous savez qu'il y en a qui ont beaucoup fait parler, c'est les platanes de la place Victor Hugo qui ont été coupés. Alors, ce n'étaient pas des platanes, c'était des marronniers. Marronniers d'ailleurs, oui, exact, exact. Soyons précis. Et donc effectivement, c'est un exemple fort qui montre l'attachement des Grenoblois à ce patrimoine vivant et ce dont je me réjouis. Je suis ravie de savoir qu'aujourd'hui, des urbains, des citadins sont attachés au patrimoine vivant, sont attachés à la biodiversité, à la nature en ville. Mais on n'avait pas le choix, c'est ce que vous me dites. Et c'est pas qu'on n'a pas le choix, c'est qu'aujourd'hui, il s'agit d'une question de sécurité et le maire est garant de la sécurité de ses administrés. Et quand un marronnier place Victor Hugo est tombé il y a quelques années à quelques centimètres d'un jardinier de la ville, effectivement, ça pose une question de santé publique de manière générale, mais surtout là, de sécurité. Et donc, on ne peut pas transiger avec ces impératifs-là. Allez, puisqu'on est place Victor Hugo, on y reste. Vous venez d'annoncer un réaménagement qui a provoqué là aussi la colère des riverains. Ils n'ont pas été consultés. Ils disent n'avoir jamais eu de rencontre avec la municipalité. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire sur cette place Victor Hugo? Petite précision, nous avons reçu il y a quelques jours en mairie l'ensemble des habitants de la place Victor Hugo qui sont venus un mois après répondre. avoir annoncé le projet dans le journal. Donc, alors, un mois après avoir annoncé que nous travaillerons à un projet. Et dès que nous avons eu un projet à présenter, nous avons reçu l'ensemble des habitants et des commerçants et nous avons travaillé finement avec eux pour recueillir leurs attentes, leurs attentions. Alors pour ceux qui n'étaient pas autour de la table, exigences. Qu'est-ce qu'on va faire du coup Alors, sur cette place? Une place récréative, bien sûr, ce qui va être fait sur la place Victor Hugo, c'est un petit peu le même état d'esprit que ce qui a été fait sur la place Grenette, c'est-à-dire se dire qu'aujourd'hui nous avons des usages qui fonctionnent bien, qui font la satisfaction des Grenoblois, des non-Grenoblois, de nos visiteurs et aussi des commerçants, puisqu'on est sur une place forte de l'hypercentre commerçant de Grenoble. Et donc, on va simplement donner un coup de frais à cette place, revoir l'ensemble du sol, donc rafraîchir l'ensemble des revêtements de sol, réorganiser un petit peu tout ce qui relève des assises. On a des bancs qui sont un petit peu dépassés. Voilà, on a ce caractère très 19e qui à la fois correspond bien à cette place historique de Grenoble, mais en même temps que l'on peut travailler de manière un petit peu plus moderne. Donc on a travaillé avec l'architecte des bâtiments de France, bien sûr, qui a donné son assentiment pour l'ensemble du projet. Donc ça se résume à reprendre l'ensemble des sols, replanter des arbres sur toute la périphérie de la place et en cœur de place, conforter les espaces de récréation, redonner un esprit square, là où peut-être finalement au fil des cheminements, au fil des petits ajustements d'espace public, on a perdu un peu ce caractère intime du square. Bien entendu, il y aura une reprise de l'éclairage public comme nous le faisons systématiquement. Le montant est élevé, hein, c'est quoi? C'est 800 000 €? 800 000 € à charge de la ville de Grenoble, bien sûr, puisqu'en parallèle, les abords de la place sont repris, eux, dans le cadre du projet Cœur de Ville, Cœur de Métropole sur le boulevard Ray Samba. Donc, il y aura un élargissement de la place dédiée aux piétons sur cette place Victor Hugo. Alors, sur la traversée aujourd'hui qui se fait devant l'Hôtel de l'Europe, on sera évidemment dans une grande zone piétonne avec une priorité aux piétons. Donc, il y aura également des traversées de bus qui seront très prudentes, très sécurisées. Mais l'enjeu, c'est bien effectivement de permettre une continuité dans le cadre de Cœur de Ville de Métropole, juste depuis les quais Saint-Laurent jusqu'à la caserne de Bonne.
sur un cheminement sécurisé sur l'ensemble. Place Victor Hugo, le chantier est prévu au second semestre 2019. L'objectif, c'est bien sûr qu'on puisse livrer pour le marché de Noël qui sera maintenu sur la place, évidemment. Et pour les élections municipales de 2020. Surtout pour le marché de Noël et ses commerçants qui sont très attentifs à ces événements forts. Allez, on parlait de patrimoine. Maud Tavel, dans le centre-ville de Grenoble, il y a du patrimoine bâti pour certains bâtiments qui appartiennent à la ville de Grenoble. Et cette dernière a décidé de s'en séparer, alors en le vendant ou en le confiant à des porteurs de projets. C'est le fameux graine de projet. On en est où? Est-ce que d'abord c'est une façon de faire des économies? Ce n'est pas une façon de faire des économies, c'est plutôt une façon de valoriser le patrimoine immobilier. Et un petit peu sur la même démarche que Lucille Leroux explique sur le patrimoine végétal, c'est avoir le souci demain de conserver des bâtiments qui ont fait l'histoire de Grenoble et qui sont aujourd'hui dans un mauvais état et qui nécessitent un investissement. Alors, il y a 600 bâtiments dont la ville est propriétaire, je crois, c'est ça Un petit peu moins de 700 même, qui représentent 900 000 m² de bâtiments. Donc 90 hectares. Voilà. Il faut bien que ça parle, parce que c'est plus facile en hectares. Alors, parmi ces bâtiments de graines de projet, l'ancien musée de peinture, donc à côté de la préfecture, l'orangerie qui est juste en face de la mairie, ou encore l'ancien couvent des Minimes. Donc, graines de projet a été lancé à l'automne dernier. On en est où ? Alors, on a effectivement lancé la démarche à l'automne, après une délibération au mois de septembre. Nous avons réceptionné 39 dossiers à la fin du mois de janvier et un comité de sélection qui s'est réuni il y a quelques semaines et qui a retenu 13 dossiers sur 5 bâtiments, puisqu'on a considéré que les candidatures présentées sur la piscine Iris n'étaient pas suffisamment matures, que derrière il y avait une idée, mais qu'on souhaitait poursuivre cette dynamique en dehors du cadre de cet appel à manifestation. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, on voit l'orangerie, juste en face de l'hôtel de ville, boulevard Jean Pin. Donc c'est un des bâtiments qui est proposé à un porteur de projet. Donc ça, c'est un bâtiment qui restera dans le patrimoine communal, la propriété de la commune, on est d'accord? Tout à fait. On a envisagé de céder 3 bâtiments et de conserver 3 autres bâtiments avec la possibilité de contracter ce qu'on appelle un bail amphithéotique, c'est-à-dire que la propriété restera à Ville de Grenoble, mais que les investissements et l'utilisation seront portés par les porteurs, par le lauréat en l'occurrence, sur une durée suffisamment longue. Donc les 3 bâtiments qui resteront dans le patrimoine municipal sont l'orangerie, l'ancien musée de peinture et la piscine Iris. Alors, on va s'intéresser à l'ancien musée de peinture parce qu'il est quand même emblématique et c'est celui qu'on visualise le plus facilement. Il pourrait devenir quoi, ce bâtiment, demain, selon les projets que vous avez reçus ? Alors, il pourrait devenir un lieu d'accueil et d'attractivité de l'ensemble de notre territoire. On a aujourd'hui des porteurs de projets qui associent des entreprises qui ont fait l'histoire industrielle de notre agglomération, mais aussi des dynamiques associatives avec derrière des démarches aussi culturelles. Donc, la volonté par les porteurs de projets à ce stade retenu qui souhaitent mettre en valeur leurs actions et surtout aussi les actions du territoire et du bassin grenoblois. Bon, pour faire vivre un bâtiment pareil, pour l'entretenir, il faut quand même dégager un petit peu d'argent, donc c'est aussi des projets économiques. On est tout à fait d'accord, ce sont bien aussi des projets économiques. Et je le redis, c'était la démarche, la volonté que la municipalité avait sur cet appel à projet. La volonté, c'était de valoriser ce patrimoine parfois sous-utilisé, peu connu de l'ensemble des Grenoblois ou des métropolitains et qui nécessitait, je le redis, effectivement un investissement pour pouvoir les préserver parce que ça fait quand même l'histoire de notre ville. Et parce que la ville n'avait pas de projet ou pas les moyens d'avoir un projet sur un bâtiment comme ça ? Alors, la ville, elle n'a pas les moyens seuls de réhabiliter, puisque vous avez cité nos un peu moins de 700 bâtiments et 900 000 m². Donc, la ville, elle a en priorité ses équipements scolaires, ses équipements sportifs, culturels. Et puis, je pourrais continuer un musée de peinture, c'est quand même emblématique. Il est quand même en plein cœur de la ville. C'est vrai, tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, on a un musée de peinture qui a une dynamique connue, qui est reconnue au niveau national, que l'on se doit aussi d'entretenir. Donc, on est sur une démarche effectivement innovante. Et puis, c'était aussi la volonté de démontrer qu'il se passe des choses à Grenoble et de pouvoir faire se rencontrer des porteurs de projets qui habituellement n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et là, on peut se dire que c'est un vrai succès.
Éric Piolle a dit, ces lieux devront être les vitrines de nouveaux modes de vie. C'est bien ça? C'est bien ça, je confirme. Donc il y aura des projets innovants dedans. Ce ne Il y sera pas aura simplement un restaurant ou un hôtel. Voilà, il y aura des projets innovants et je pense que c'est la démarche qui est ancienne et qui fait un petit peu l'histoire de Grenoble. Je crois que Grenoble a toujours un coup d'avance sur beaucoup de politiques et donc on est aussi dans cette démarche-là pour notre immobilier. Donc 13 projets encore en lice. Les porteurs de projets vont être, j'imagine, maintenant auditionnés, défendre leur dossier et puis on aura les résultats quand? Alors ils vont poursuivre aujourd'hui leur projet décrit avec maintenant la volonté d'avoir des projets qui soient économiquement viables, avec un temps de travail jusqu'au mois de juillet et ensuite une sélection qui se fera sur le mois de septembre. Alors 600 à 700 bâtiments municipaux dans le patrimoine de la ville, dont certains inutilisés. Parallèlement, vous achetez l'ancien siège du Crédit Agricole, assez cher, 8 millions d'euros, pour rassembler les activités du CCAS. Est-ce qu'il n'y avait pas déjà sur les 90 hectares dont dispose la ville de bâtiments ce qu'il fallait ? Alors, cette acquisition, ça nous permet de regrouper aujourd'hui des équipes qui sont éclatées sur 6 bâtiments et des bâtiments qui nécessitaient dans les années à venir un investissement important, notamment le siège du CCAS. Quand on reprend l'histoire de l'implantation du siège du CCAS, on était sur une construction modulaire qui, au fil du temps, s'est adaptée, mais à un moment ou à un autre qui arrivait en bout de vie. Donc, la volonté au travers de cette démarche était de regrouper nos équipes. On l'a fait sur les services administratifs. On est aussi en train de le faire sur les équipes techniques. Et ça permet aussi de travailler avec plus de transversalité entre les équipes. Ça permet d'éviter aussi multiples déplacements suivant les équipes concernées. Et puis, il y a aussi, vous avez raison, un gain en termes de coûts de fonctionnement. Et puis derrière, les bâtiments qui sont vidés par la ville seront cédés et ne nécessiteront pas d'investissement. Donc on aura un presque équilibre, c'est ce que je comprends. On aura un presque équilibre. On va évoquer maintenant la politique des espaces verts. Lucille Lheureux, vous nous disiez, votre délégation concerne aussi la propreté. Vous entendez sans doute, comme moi, quand vous vous promenez à Grenoble, que la ville est devenue sale. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Vous vous dites, il y a la saleté et puis il y a l'impression, le sentiment de saleté. Ce qu'on appelle la netteté. Donc oui, on l'entend, et non seulement on l'entend, mais en plus on l'écoute. Et le service propreté urbaine est un service qui a une grande attention au service public rendu à l'usager et qui travaille de manière très partenariale avec les différents usagers, que ce soit leurs représentants, que peuvent être les unions de quartier, les collectifs d'habitants, les conseils citoyens indépendants. Ce sont des collectifs qui s'adressent à la propreté urbaine avec laquelle elle a des échanges pour adapter son service. Donc cette dynamique d'évolution et de remise en cause permanente, elle est très présente au sein des services d'entretien de l'espace public que sont la propreté urbaine et les services Ça, c'est pour le fonctionnement, Lucille Lheureux. Est-ce que vous êtes satisfaite de la propreté à Grenoble? Aujourd'hui, j'ai un regret, c'est de voir que, d'une part, les projets dans l'espace public se multiplient. Les projets jardins de rue, les projets d'événements. Ça, c'est pas un regret, ça. Non, mais que de l'autre, l'attention portée par chacun à son espace public ne va pas grandissant. Et donc, je regrette qu'il n'y ait pas autant que nous pourrions l'espérer d'attention portée par les citoyens grenoblois sur cet entretien de l'espace public. Et voilà, on considère toujours, malheureusement, que c'est aux agents de nettoyer. Et on considère, nous, que c'est aussi aux citoyens de ne pas salir. Donc c'est aux Grenoblois de nettoyer, de ne pas salir. Cette dynamique-là, c'est vraiment quelque chose que l'on veut continuer de porter, de renforcer. Donc, on a une cellule propreté participative qui a été créée à la propreté urbaine avec des agents qui vont à la rencontre des gens, qui amènent des supports. On a un travail, par exemple, sur les mégots qui sont un fléau pour l'environnement. Un seul mégot peut polluer des milliers de litres d'eau pour des centaines d'années. Et donc, c'est quelque chose que l'on veut dire aux gens. Et donc, pour ce faire, on a des cendriers de poche qui peuvent être distribués. On a un travail partenarial avec les commerçants de l'hypercentre. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a un peu partout dans Grenoble maintenant, près de certains bars ou restaurants, des cendriers qui sont installés par la ville de Grenoble pour les usagers. Excusez-moi, ça marche ça ou ça va prendre des années et des années? Enfin, moi, quand je me promène, je vois des mégots par terre, je vois des tags sur les murs. C'est ça que je retiens. Moi, quand je me promène dans Grenoble, je vois aussi des arbres plantés, je vois aussi des gens à la terrasse des cafés et qui ont un mégot dans la main, dont il faut qu'on les aide à trouver ce qu'ils en font. Mais
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vit dans l'espace public, c'est que cet espace, il accueille de multiples usages tout au long de la journée et que les agents de la propreté urbaine, ils sont là au quotidien, toute la journée, y compris le week-end, pour rendre ce service public. Donc la ville de Grenoble, elle fait sa part et elle se remet en question sans cesse et sans cesse. Dans les semaines qui viennent, on va avoir l'occasion d'en reparler puisqu'on va faire tout un tas de petites annonces ou de grandes annonces sur ces questions de propreté et d'entretien et d'embellissement de l'espace public, de voir comment est-ce qu'on peut ensemble coucouner, chouchouter notre les ville. Grenoblois de ne pas salir, voire de nettoyer. Il faut convaincre les usagers de l'espace public que c'est un lieu de vivre ensemble et que ça nécessite un respect mutuel des agents, des citoyens les uns avec les autres et une attention. C'est pas un effort qui est difficile à faire, c'est pas un effort qui est difficile à produire, c'est juste une petite vigilance à avoir dans un coin de sa tête. Et il y a des moments, il y a des tas d'endroits où ça fonctionne. Et on a parlé tout à l'heure des chantiers participatifs, on a parlé tout à l'heure de la belle saison. Ce sont des moments où on entend qu'il y a des citoyens très vigilants, très motivés dans Grenoble. Donc il faut s'appuyer votre esprit positif, mais quand ça ne marche pas, il faut verbaliser. Ça fonctionne. Bien sûr qu'il faut verbaliser. Cette équipe propreté participative, elle est dans une démarche là, dans les semaines qui viennent, de sensibilisation. Elle sera à partir de septembre sur une démarche de verbalisation. Maud Tavel, on parlait tout à l'heure d'aménagement de la ville. Il y a des nouveaux quartiers qui apparaissent aussi. Il y a notamment un nouveau quartier qui apparaît, qui est très visible, c'est la Presqu'île, donc entre l'Isère et le Drac, la Presqu'île scientifique. On est là sur un quartier qui va grandir, grossir dans les 10 ans qui viennent, 160 hectares, je crois, au total. Vous êtes aussi la présidente de la société d'économie mixte Innovia, qui a en charge l'aménagement de ce secteur. On vous a suivi sur place pour un petit bilan il y a quelques jours. En un an, qu'est-ce qui a changé? L'année dernière, nous avions les logements étudiants qui étaient livrés, mais on avait très peu de logements familiaux. Donc là, on a un petit peu plus de la moitié des logements familiaux qui ont été livrés sur Cambridge, en rappelant qu'à terme, c'est un petit peu plus de 800 logements. Nous avions à l'époque un premier commerce, un commerce de restauration qui était livré. Et depuis, nous avons une pharmacie et une boulangerie qui ont été livrés. Et surtout, 3 autres qui vont ouvrir d'ici l'été prochain. Le pavillon de la mobilité qui avait ses fondations qui étaient faites et qui va ouvrir sur le mois de juin prochain. Donc cette presqu'île, elle avance. Alors c'est 265 hectares, hein, je me suis un petit peu trompé dans les chiffres, c'est une très très grande zone. Ce projet, il était porté par la municipalité précédente. Qu'est-ce qui, avec vous, a changé ? Alors, c'est un projet, vous l'avez dit, 260 hectares, c'est un projet qui va s'inscrire sur une trentaine d'années, hein, quand on est sur des sites avec autant d'ambition et d'hectares à aménager. Ce qui a changé, c'est la volonté de travailler sur les espaces publics et d'associer plus fortement le lien de l'habitat, des commerces et des activités avec les espaces publics et la façon dont ils sont conçus. Donc une plus grande mixité d'usages. Oui. Et davantage d'espaces verts, c'est ce que je comprends ? Une plus grande mixité d'usages où dans l'aménagement des nouvelles voiries, on a travaillé effectivement à des zones où les usages se croisent et où il y a un respect et donc un développement effectivement aussi de la végétalisation au sol qui ne peut pas se résumer uniquement dans les squares ou nos grands jardins. Lucille Leroux, je ne peux pas clore cette émission sans vous demander des nouvelles du mobilier urbain. Vous savez, les panneaux Deco, ça a été une des premières actions retentissantes de votre municipalité. À peine arrivé, vous avez arrêté, pas renouvelé le contrat avec l'afficheur Jean-Claude Deco, qui rapportait quand même quelques centaines de milliers d'euros par an à la ville, au nom de la lutte contre la pollution visuelle. On en est où? Parce que ces panneaux, ils n'ont toujours pas été réinstallés, ni sous cette forme, ni sous une autre. Alors effectivement, on a eu un processus transitoire, puisque cette sortie de la publicité à Grenoble marque une ambition forte. Et Maud Tavel le disait tout à l'heure, Grenoble a toujours un temps d'avance. Ça a été le cas en matière de pollution visuelle et de publicité. Et ce coup-là d'avance, on souhaite le maintenir. Et donc on a travaillé avec une démarche de design, qui est une discipline qui n'est pas si souvent que ça utilisée en aménagement de l'espace public. Et on se rend compte pourtant qu'elle est sûrement très opportune, car très fine, très intelligente et surtout très flexible. Par quoi on va les remplacer, ces sucettes Deco là? Eh bien, par un mobilier qui va arriver très prochainement. On aura à l'automne 2018 le prototype
qui a été travaillé par Alexandre Moronoz. Donc on a eu en novembre 2017 un temps d'échange avec plusieurs designers, un espèce de concours, on peut appeler ça comme ça. Et c'est le travail d'Alexandre Moronoz qui a été retenu, son concept qui s'appelle Vox, qui est autour de l'échange dans l'espace public. Et donc effectivement, on va passer de la publicité à... Faisons simple, j'entends parler d'arbre à palabre, c'est ça ? C'est quoi? C'est des kiosques de discussion? C'est quoi? Ce sont des lieux d'échange et des lieux d'information. Donc c'est surtout qu'au-delà d'avoir une publicité qui continue d'écrabouiller nos centres-villes commerciaux et de faire la promotion de modèles de consommation en dehors de nos villes, de grandes surfaces, d'autoroutes, etc., on va être sur un dispositif qui permet de transmettre en ville de l'information du citoyen vers le citoyen, de la collectivité vers le citoyen, des acteurs culturels vers le citoyen, et qui va remettre au cœur de l'action les citoyens. Votre collègue écologiste, Yann Mongaburi, il partage cette approche? Bien sûr. Alors, nous travaillons conjointement au renouvellement du contrat du SMTC. Pourquoi, en tant que président du SMTC, il est favorable à ce que la publicité reste sous les abribus? Alors aujourd'hui, il n'est pas favorable à ce que la publicité reste sous les abribus. Donc elle disparaîtra. Il est favorable à un travail qui permette de réduire la place de la publicité en ville et dans l'ensemble de la métropole. Il travaille, comme nous, au quotidien, à une vision intégrée des enjeux de l'agglomération. Et effectivement, les enjeux de transport en commun sont fondamentaux. Aujourd'hui, on a besoin d'un contrat pour le SMTC, pour les abribus, pour la billetterie. Et donc aujourd'hui, le travail qui est fait, c'est de réduire au maximum la place de la publicité, d'en faire un outil qui nous serve, mine de rien, les uns les autres, et de la répartir sur l'ensemble des communes de l'agglomération. Donc on sera extrêmement vigilants. Je participe avec Yann Mongaburi à ce renouvellement de contrat. Et donc nous sommes l'un et l'autre très vigilants à la place de la publicité. Lucille Leroy-Mottavel, merci d'avoir été les invités du Récap Info. C'est déjà terminé. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite pour le supplément, le bonus sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Merci.